Aux funérailles de mon mari, 300 personnes sont venues faire leurs adieux. J'ai appelé nos 5 filles pour leur annoncer que leur père était décédé. Pas une seule d'entre elles n'a demandé « Maman, est-ce que ça va ?» Toutes les 5 ont posé la même question, quand aura lieu la lecture du testament. J'ai raccroché, je me suis assise seule dans la maison vide et j'ai fixé les 25 enveloppes scellées que mon mari avait laissées derrière lui. 25 jours plus tard, la première enveloppe a été ouverte. C'est là que tout a changé. Merci d'être là et de prendre un moment pour écouter. Avant de continuer, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à me faire savoir d'où vous regardez. Je me tenais seul aux funérailles de mon mari. 300 personnes sont venues, mais les 5 qui auraient dû se tenir à mes côtés étaient en retard. La chapelle était pleine, chaque banc occupé. D'anciens élèves de Harrison, certains dans la cinquantaine maintenant. Des collègues du lycée où il avait enseigné l'histoire américaine pendant 40 ans. Des voisins du centre-ville d'Asheville. Des amis du Rotary Club, du groupe de café du mardi. Ils sont venus parce qu'ils l'aimaient. Un homme dans la soixantaine s'est approché de moi, les yeux humides. J'étais dans sa classe en 1987, en échec, prêt à abandonner. Il est resté après l'école avec moi tous les jeudis pendant 6 mois. Je suis directeur d'école maintenant grâce à lui. Une femme dans la quarantaine, le mascara coulant, il a écrit ma recommandation pour l'université quand personne d'autre ne voulait le faire. Je suis médecin maintenant. 300 personnes, 300 histoires. Puis, 20 minutes après le début du service, la porte latérale s'est ouverte. Mes filles sont entrées. Naomi d'abord, 43 ans, PDG de New York. Robe de créateur noir, talons claquants. Elle s'est assise au 2e rang, ne m'a pas regardé. Rosalind, 40 ans, avocate de Chicago, tailleur pantalon noir, cheveux blonds, tendus, aucun contact visuel. Céleste, 38 ans, médecin de Seattle, professionnelle, distante. Violet, 36 ans, designer d'Austin. Lunettes de soleil toujours sur le nez à l'intérieur. Aurélia, 34 ans, se disait artiste à Portland, bien que je ne l'ai pas vu peindre depuis des années. Pull noir, jean, cheveux en désordre. Elles ne m'ont pas prise dans leurs bras, ne se sont pas assises à côté de moi là où la famille devait être. Elles se sont assises derrière moi comme des étrangères. Le pasteur a parlé des 40 années d'enseignement de Harrison, de son dévouement, de nos 52 ans de mariage. Il a demandé si quelqu'un voulait partager un souvenir. 10 personnes se sont levées, des étudiants, des collègues, des voisins. Pas une seule de mes filles. Elles sont restées silencieuses. Naomi a vérifié son téléphone 2 fois. Violet a ajusté ses lunettes de soleil. Céleste regardait droit devant. Rosalind a croisé les jambes. Aurélia avait l'air mal à l'aise. Elles n'ont pas pleuré, pas une seule fois. Après le service, il y a eu une réception. Café, pâtisserie, conversation calme. J'ai accepté les condoléances près de la porte. Mes filles se sont rassemblées près de la machine à café, ne parlant pas de leur père, jetant juste des coups d'œil à leur montre, impatientes. Finalement, Naomi s'est approchée. Les autres ont suivi. « Maman » a-t-elle dit, d'un ton professionnel. « Quand lisons-nous le testament ?» Pas de « Comment vas-tu ?» Pas de « Nous sommes désolés ». Juste « Quand lisons-nous le testament ?» Je les ai regardés, visage inexpressif, attendant. « Dans 4 jours » ai-je dit doucement. Warren Ashford s'en occupera au centre-ville. « Nous y serons » a dit Naomi. Elles sont parties 10 minutes plus tard. Toutes les 5. Ne sont pas restées. N'ont pas aidé. Sont juste sorties, montées dans leur voiture de location, parties. Je suis resté jusqu'à ce que la dernière personne parte, jusqu'à ce que la salle soit vide. Puis je suis sorti dans la fraîcheur du soir d'octobre vers le cimetière derrière la chapelle. La tombe de Harrison était encore ouverte, le cercueil descendu, la terre non remblayée. Je me tenais au bord, regardant vers le bas. Dans la poche de mon manteau, l'enveloppe, la première, la lettre numéro 1 sur 25. Harrison les avait écrites il y a 6 semaines quand il savait qu'il allait mourir. Scellées chacune d'elles, numérotées, données à Warren avec des instructions strictes. Ne les ouvre pas avant les funérailles. Assure-toi que toutes les 5 sont là. Je l'ai sortie, tenue, plus lourde que prévu.
J'ai pensé à ce que Harrison avait dit il y a 6 semaines à l'hôpital. Faible, à peine assis, mais la voix claire. Quand je mourrai, elles ne pleureront pas. Elles demanderont juste combien elles touchent. J'avais voulu argumenter, lui dire qu'il avait tort, que nos filles l'aimaient, mais je ne pouvais pas parce que je savais qu'il avait raison. J'ai regardé l'enveloppe, le chiffre 1 de l'écriture de Harrison. C'est ici que ça commence, ai-je chuchoté. Puis je me suis tourné et je suis retourné à ma voiture. 6 semaines avant les funérailles, j'étais assise au chevet de mon mari à l'hôpital. Le médecin venait de partir. 4 à 6 semaines, avait-il dit, peut-être moins. Mon mari m'a regardé. Son visage était calme. Trop calme. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, a-t-il dit. N'importe quoi. J'ai besoin que tu m'aides à écrire des lettres. Je l'ai fixé. Des lettres. 25 d'entre elles. Il a dit, une pour chaque nuit pour nos filles. Je ne comprenais pas pourquoi. Parce qu'elles ne viendront pas, a-t-il dit doucement. Pas pour me voir. Elles viendront pour l'argent, et j'ai besoin qu'elles entendent la vérité avant que je ne sois parti. Je voulais argumenter. Je voulais lui dire qu'il avait tort, mais je ne pouvais pas parce qu'il avait raison. Au cours des 2 semaines suivantes, nous avons travaillé sur les lettres ensemble. Il écrivait à la table de la salle à manger. J'étais assise à côté de lui. Parfois, il écrivait pendant des heures. Parfois, il ne pouvait gérer que quelques phrases avant que la douleur ne devienne trop forte. « Qu'est-ce que tu écris maintenant » ai-je demandé un soir. Il s'est arrêté, a regardé l'enveloppe devant lui. « Numéro 18 » a-t-il dit. « Pour Rosalind. » J'ai senti ma poitrine se serrer. « Qu'est-ce que tu vas dire » Il a posé son stylo, a sorti un morceau de papier du tiroir, une lettre froissée, menaçante. « Elle doit 800 000 $, a-t-il dit doucement. J'ai fixé la lettre. C'était d'un créancier. Le langage était dur. Menace légale, demande de paiement. Quand as-tu reçu ça, ai-je demandé. Il y a 2 mois. Elle me l'a envoyé. A demandé si je pouvais aider. Et l'as-tu fait? Je ne pouvais pas, a-t-il dit. Nous n'avons pas ce genre d'argent. Pas sans vendre la maison. Il a repris son stylo, a commencé à écrire. Elle est désespérée, a-t-il dit. Et quand les gens désespérés voient de l'argent à portée de main, ils font des choses désespérées. Je l'ai regardé. Tu penses qu'elle? Je ne sais pas, a-t-il dit, mais je dois la prévenir avant qu'il ne soit trop tard. À la 4e semaine, nous avions 15 lettres. Mon mari les avait toutes écrites lui-même, mais ses mains devenaient plus faibles. Les tremblements étaient pires. Je ne peux pas les finir, a-t-il dit un soir, fixant les enveloppes vides. Alors je le ferai, ai-je dit. Il m'a regardé. Es-tu sûr? Tu me dis quoi écrire, je l'écrirai. C'est donc ce que nous avons fait. Pendant les 10 jours suivants, il a dicté. J'ai écrit les lettres 16, 17, 18, 19. Certains soirs, il toussait si fort qu'il ne pouvait pas parler, mais il n'a jamais arrêté. Lettre 25, a dit un le dernier soir. Celle-ci est pour toutes. Que veux-tu dire? Il a réfléchi longtemps. Puis il a souri. Juste un peu. Dis-leur que le pardon n'est pas gratuit. Il doit se gagner par des actions, pas des mots. Je l'ai écrit, j'ai scellé l'enveloppe. 25 lettres, 25 vérités. Le lendemain, nous avons appelé notre avocat. Warren est venu à la maison. Il avait 67 ans, les cheveux gris, et gérait les affaires juridiques de notre famille depuis 20 ans. Vous voulez changer le plan de succession, a demandé Warren. Oui, a dit mon mari. Je veux établir une fiducie vivante révocable. Warren a ouvert sa mallette. Intelligent. Une fiducie contourne entièrement l'homologation. L'homologation en Caroline du Nord peut prendre 9 à 12 mois. Avec la fiducie, les actifs peuvent être distribués immédiatement une fois les conditions remplies. Exactement. Mon mari a dit, je veux placer 6,75 millions de dollars dans la fiducie l'héritage des filles avec des conditions spécifiques. Warren a sorti son bloc-notes. Quelles conditions? Mon mari a expliqué.
25 nuits, 25 lettres, les 5 filles sous un même toit. Si elles restaient, elles recevraient chacune $1 million immédiatement de la fiducie. Si une seule partait, la totalité du montant irait à la fondation communautaire d'Asheville. Warren l'a fixé. Vous êtes sérieux? Complètement. Et à mon décès, la fiducie devient irrévocable, ce qui signifie que personne ne peut changer les termes. Votre femme servira de fiduciaire successeur avec l'autorité de distribuer les fonds une fois les conditions satisfaites. Oui, a dit mon mari. Warren m'a regardé. Vous comprenez ce que cela signifie. Vous serez responsable de faire respecter ces conditions, de décider si elles ont rempli les exigences. Je comprends, ai-je dit. Warren a soupiré. Très bien. Je vais rédiger les documents de la fiducie. Nous devrons financer la fiducie et transférer les actifs au nom de la fiducie avant votre décès. C'est critique. Si les actifs ne sont pas dans la fiducie, ils passeront par l'homologation. Combien de temps cela prendra-t-il, a demandé mon mari. Une semaine pour rédiger, une autre semaine pour transférer les actifs. Nous devrions commencer immédiatement. Nous avons passé les 2 semaines suivantes à travailler avec Warren. Compte bancaire, portefeuille d'investissement, actions, obligations. Tout ce qui était désigné pour les filles a été transféré dans la fiducie. La maison et le chalet sont restés à nos noms conjoints. Ceci me reviendrait directement en tant qu'épouse survivante. Pas besoin d'homologation. La fiducie a été entièrement financée 3 jours avant la mort de mon mari. 4 jours après les funérailles, je me tenais dans mon salon tenant la pile de 25 enveloppes. Je n'en avais ouvert aucune. Mon mari m'avait dit de ne pas le faire. Pas avant que les filles soient toutes réunies. J'ai pris mon téléphone. Il était temps d'appeler mes filles. Mais avant de passer cet appel, je devais me rappeler pourquoi. Pendant ces 6 semaines, nos filles ont visité 5 fois. J'ai compté. Visite 1, Naomi. Elle est arrivée de New York un mardi, est restée 2 heures, s'est assise dans le salon à parler travail tout le temps, sa compagnie technologique, une fusion, des problèmes de conseil d'administration. Elle n'a pas demandé comment son père se sentait. N'a pas demandé s'il souffrait. Quand j'ai suggéré qu'elle monte, elle est restée dans l'embrasure de sa porte pendant 3 minutes. Salut, papa. Comment vas-tu? N'a pas attendu de réponse. J'ai un appel Zoom dans 20 minutes, a-t-elle dit. Je devrais y aller. Elle est partie. Ne m'a pas embrassé pour dire au revoir. Visite 2, Rosalind. Elle a conduit depuis Chicago la semaine suivante, a apporté son ordinateur portable, l'a installé sur la table de la salle à manger et a travaillé tout le temps. J'étais assise dans le salon à l'écouter taper. Clic, clic, clic. Après 1 heure, j'ai demandé, tu ne veux pas voir ton père? Je suis occupée, maman. Je ne peux pas rester longtemps. Elle n'est jamais montée. Après 90 minutes, elle a remballé et est partie. Visite 3, Céleste. Elle est arrivée de Seattle. Elle est médecin. Alors elle l'a examinée, est allée directement dans sa chambre, a vérifié son pouls, écouté sa respiration, regardé sa liste de médicaments, lui a parlé comme à un patient, pas son père. Tes signes vitaux sont stables. L'infirmière de soins palliatifs fait du bon travail. Ne s'est pas assise avec lui. N'a pas tenu sa main. N'a pas dit je t'aime. Après 90 minutes, elle est descendue. Il est confortable. C'est tout ce qu'on peut espérer. Puis elle est partie prendre son vol. Visite 4, Violet. Elle a conduit depuis Austin, a apporté un catalogue de design d'intérieur. Nous étions assises dans la cuisine. Elle feuilletait les pages me montrant des échantillons de couleurs. Maman, a-t-elle dit, décontractée. Quand il passera, est-ce que je peux redécorer la maison? Le salon aurait vraiment besoin d'une mise à jour. Je l'ai fixé. Quoi, a-t-elle dit? Je n'ai pas répondu, je me suis levé et je suis sorti. Elle est partie 1 heure plus tard. Visite 5, Aurélia. Elle est arrivée de Portland avec 3 heures de retard. J'ai senti le vin quand elle est entrée. Désolé, la circulation. Il n'y a pas de circulation entre Portland et Asheville, juste un vol. Elle est montée, s'est assise à côté de son lit. En 10 minutes,
elle dormait dans la chaise. Je l'ai laissée dormir 1 heure, puis je l'ai réveillée. Tu devrais y aller. Elle a hoché la tête. En sortant, elle m'a serré dans ses bras. Maman, je vais vraiment bien. J'ai une exposition en galerie à New York le mois prochain. Je savais que ce n'était pas vrai. Il n'y avait pas d'exposition en galerie. Il n'y en avait pas eu depuis 3 ans. C'est merveilleux, chérie, ai-je dit. Elle est partie. Harrison n'a pas dit grand-chose pendant aucune des visites. Il est resté au lit, les regardait aller et venir, restait silencieux. Après le départ d'Aurélia, je suis monté. Harrison était réveillé, fixant le plafond. Je me suis assise au bord du lit. Tu avais raison, a-t-il chuchoté. Elle s'en fiche. J'ai pris sa main. Alors nous ferons en sorte qu'elle s'en soucie, ai-je dit. Il m'a regardé, yeux fatigués, mais déterminés. Tu penses vraiment que les lettres vont marcher? Je ne sais pas, mais nous devons essayer. Il a hoché la tête, fermé les yeux. C'était il y a 6 semaines. Maintenant, 4 jours après les funérailles, j'étais assise dans le salon avec mon téléphone à la main. J'ai commencé à composer. Naomi d'abord. Elle a répondu à la 2e sonnerie. Maman? Dans 4 jours, au bureau de Warren au centre-ville. 10 heures. C'est à propos du testament de ton père? Silence. Puis, j'y serai. J'ai appelé Rosalyn, Céleste, Violet, Aurélia. Toutes les 5 ont dit la même chose. J'y serai. Bien sûr qu'elles y seraient. Elles voulaient savoir combien elles allaient recevoir. J'ai raccroché et posé le téléphone. 4 jours pour se préparer. J'ai regardé la pile de 25 enveloppes sur la table de la salle à manger. Voyons si elle s'en soucie maintenant, ai-je chuchoté. Mais il y avait une nuit de plus dont je devais me souvenir. La nuit où il est parti. Harrison est décédé à 2h47 du matin un mardi. J'étais la seule présente. La chambre était sombre sauf pour la petite lampe sur la table de nuit. Une lumière jaune douce juste assez pour voir son visage. Il était allongé dans notre lit, le même lit que nous avions partagé pendant 52 ans. J'étais assise à côté de lui sur la chaise que j'avais approchée 3 semaines plus tôt. Je ne l'avais pas déplacé depuis. Sa respiration était superficielle depuis des heures. Inspirer et expirer, inspirer et expirer. Chaque souffle plus lent que le dernier. Je tenais sa main. Elle était froide. Je n'ai pas appelé nos filles. Même si je l'avais fait, elles ne seraient pas arrivées à temps. Naomi était à New York. Rosalyn à Chicago. Céleste à Seattle, Violet à Austin, Aurélia à Portland. Le temps que l'une d'entre elles réserve un vol, ce serait fini, alors je suis resté assis seul. Vers 2h30, sa respiration a changé. Plus lente, des pauses plus longues entre chaque souffle. Je me suis penché en avant. Harrison, ai-je chuchoté. Ses yeux se sont ouverts à peine. Il m'a regardé. As-tu fini les lettres, a-t-il demandé. Sa voix était si basse que je l'ai à peine entendue. Oui, ai-je dit. Est-ce que ça va marcher? Je ne savais pas quoi répondre, alors je lui ai dit la vérité. Je ne sais pas. Il a hoché la tête juste un peu. Puis il a posé la question que je redoutais. Promets-moi que tu essaieras. J'ai serré sa main. Je promets. Il m'a regardé un long moment. Puis il a souri. Juste un petit sourire, à peine là, mais c'était assez. Je t'aime, a-t-il chuchoté. Je t'aime aussi. Il a fermé les yeux. Et puis à 2h47, il a pris une dernière respiration et s'est arrêté. Je suis resté assise là longtemps, 20 minutes, peut-être. Je n'ai pas bougé, n'ai pas pleuré, juste assise la tenant sa main, regardant sa poitrine, attendant de voir si peut-être, juste peut-être, il respirerait à nouveau. Il ne l'a pas fait. Je ne pleurais pas. Pas parce que je ne l'aimais pas, mais parce que je n'avais pas le temps de faire mon deuil. J'avais du travail à faire. À 3h10, j'ai lâché sa main, me suis levé, suis descendu à la cuisine, et pris le téléphone. J'ai appelé le médecin d'abord. L'infirmière de soins palliatifs m'avait dit d'appeler quand cela arriverait. Le médecin est arrivé 30 minutes plus tard,
a vérifié Harrison, a signé les papiers. Je suis désolé pour votre perte, a-t-il dit. J'ai hoché la tête, n'ai rien dit. Ensuite, j'ai appelé les pompes funèbres. Ils ont dit qu'ils enverraient quelqu'un le matin. Puis j'ai appelé Warren Ashford. C'est Vivian, ai-je dit quand il a répondu. Il est parti. Warren a été silencieux un moment. Alors je vais commencer les arrangements. La lecture est dans 4 jours. Oui, je m'assurerai que tout est prêt. Merci. J'ai raccroché. À 6 heures du matin, j'étais assise à la table de la cuisine avec une tasse de café que je n'avais pas touchée. La maison était silencieuse, vide. J'ai pris le téléphone une fois de plus. J'ai appelé Naomi d'abord. Elle a répondu à la 3e sonnerie. Maman, il est 6 heures du matin. Ton père est décédé ce matin, ai-je dit. Silence. Puis, quand est la lecture du testament? Pas, je suis désolé, pas, est-ce que tu vas bien? Juste, quand est la lecture du testament? 4 jours, ai-je dit. Je t'enverrai les détails. J'ai raccroché. J'ai appelé Rosalind ensuite. Quand sont les funérailles, a-t-elle demandé. Céleste, quelle était la cause? Violet a pleuré. Mais je pouvais entendre la télé en arrière-plan. Elle ne faisait même pas attention. Aurélia n'a pas répondu. J'ai laissé un message vocal. Quand j'ai fini, j'ai posé le téléphone et je suis restée assise dans la cuisine alors que le soleil se levait. J'ai regardé la table de la salle à manger. Les 25 enveloppes étaient empilées là exactement où Harrison et moi les avions laissées. Je me suis approché, j'ai pris la première, les tenues dans mes mains. Maintenant ça commence, ai-je chuchoté. 4 jours après les funérailles, je me tenais dans le bureau de Warren au centre-ville. Le bâtiment était en briques anciennes, 3 étages avec une vue sur les montagnes Blue Ridge depuis les fenêtres de la salle de conférence. Mes 5 filles étaient assises autour de la longue table. Naomi, Rosalind, Céleste, Violet, Aurélia. Elles avaient toutes pris l'avion. New York, Chicago, Seattle, Austin, Portland. Aucune d'elles n'avait demandé comment j'allais. Elles avaient seulement demandé, quand est la réunion? Warren se tenait en bout de table, costume gris, mallette ouverte. Merci d'être venu, a-t-il dit. Je suis ici pour expliquer les termes du plan de succession de votre père, spécifiquement la fiducie vivante révocable qu'il a établie 6 semaines avant son décès. Naomi a froncé les sourcils. Une fiducie, pas un testament? Il y a un testament, a dit Warren. Mais c'est ce que nous appelons un testament pour ovaire, déversoir. Il stipule simplement que tous les actifs qui ne sont pas déjà dans la fiducie y vont après le décès. Cependant, votre père a transféré tous les actifs désignés dans la fiducie avant son décès. Donc, il ne reste rien à passer par l'homologation. Quelle est la différence, a demandé Céleste. L'homologation est un processus judiciaire, a expliqué Warren. En Caroline du Nord, cela prend 9 à 12 mois minimum. Le tribunal supervise la distribution des actifs, les créanciers déposent des réclamations et tout est dossier public. Une fiducie contourne tout cela. C'est privé et cela permet une distribution immédiate une fois les conditions remplies. Il a sorti un classeur bleu, là ouvert. La fiducie de votre père contient 6,75 millions de dollars désignés pour vous 5. 1,35 million par fille. La pièce est devenue immobile. Rosalind s'est penchée en avant. Quand est-ce qu'on l'obtient? Cela dépend. Warren a dit, au décès de votre père, cette fiducie révocable est devenue irrévocable, ce qui signifie que les termes ne peuvent être changés par personne, y compris votre mère ou moi-même. Nous sommes légalement tenus de suivre les instructions de votre père exactement comme écrites. Il a lu le document. Les 5 filles doivent rester ensemble à la maison familiale à Asheville pendant 25 nuits consécutives. Chaque nuit, une lettre écrite par votre père sera lue à voix haute. Si les 5 filles terminent les 25 nuits, la fiducie distribuera immédiatement 1 million de dollars à chaque fille le matin du 26e jour. Naomi a cligné des yeux. 1 million immédiatement? Oui, a dit Warren. En tant qu'avocat de la fiducie et votre mère en tant que fiduciaire, nous avons l'autorité légale de débloquer ces fonds sans approbation du tribunal, sans attendre l'homologation, sans aucun délai bureaucratique. Dès que les conditions sont satisfaites,
les virements bancaires peuvent être initiés. Vous pourriez avoir l'argent sur vos comptes sous 48 heures. Violet s'est avancé. Attendez, vous avez dit 1 million chacune, mais nous sommes censés recevoir 1,35 million. Correct. Warren a dit, les 350 000 $ restants par fille ainsi que la maison familiale et le chalet de Blue Ridge seront distribués après le décès de votre mère. Ces actifs resteront dans la fiducie jusqu'à ce moment-là. Céleste a croisé les bras. Et si nous ne restons pas? Et si quelqu'un doit partir? Le visage de Warren était grave. Si une seule fille part avant que les 25 nuits ne soient terminées pour une raison quelconque, la totalité des 6,75 millions de $ sera transférée à la fondation communautaire d'Asheville. Aucune de vous ne recevra rien, pas $1. Silence. Le visage de Rosalind est devenu pâle. Vous dites que si une personne abandonne, nous perdons tout? C'est exactement ce que je dis. Warren a dit, c'est une condition au tout ou rien, et en tant que fiduciaire, votre mère est légalement obligée de l'appliquer. Elle n'a aucun pouvoir discrétionnaire pour plier les règles ou faire des exceptions. Il m'a regardé. J'ai hoché la tête. Le document de la fiducie est en béton, a continué Warren. Votre père a travaillé avec moi pour s'assurer qu'il n'y ait aucune échappatoire. 25 nuits consécutives, les 5 filles, où tout l'héritage va à la charité. Aurélia a parlé doucement. Et s'il y a une urgence? Les termes de la fiducie ne font aucune exception pour les urgences. Warren a dit, j'ai conseillé votre père contre cela, mais il était inflexible. Naomi m'a regardé. Maman, as-tu accepté ça? Oui, ai-je dit. Et tu vas vraiment l'appliquer? Tu nous laisserais tout perdre? Je n'ai pas le choix, ai-je dit. La fiducie est irrévocable. Je suis légalement tenu de suivre les instructions de votre père. Rosalind s'est levée. C'est de la manipulation. C'est la loi, a dit Warren platement. Il a remis à chaque fille une copie du document de la fiducie. Vous avez 24 heures pour décider. Si vous acceptez, la première lecture aura lieu demain soir à 19 h à la maison familiale. Si l'une de vous choisit de ne pas participer, je commencerai le processus de transfert des fonds à la fondation. Une par une, elles ont pris les papiers et sont parties. Je suis resté derrière. Warren a fermé sa mallette. Êtes-vous sûr de ça? Non, ai-je dit, mais mon mari l'était. Warren a hoché la tête. Je suis sorti, j'ai regardé mes filles partir en voiture. 24 heures. Voyons si elles se présentent. Jour 1, 19 h. Toutes les 5 assises dans le salon à attendre. Elles sont revenues, pas parce qu'elles voulaient entendre ce que leur père avait à dire, mais parce qu'elles ne pouvaient pas se permettre de perdre 1 million de $. J'étais assise dans le fauteuil près de la fenêtre à regarder. Elles étaient sur le canapé. Naomi à une extrémité, Rosalind à côté d'elle, puis Céleste, Violet, Aurélia à l'autre extrémité, ne se touchant pas, ne se regardant pas, juste assises là en silence. La maison semblait différente avec elles dedans, plus lourde. À 19 h précises, on a frappé à la porte. Je me suis levé, j'ai ouvert. Warren, il tenait une mallette en cuir noir. Il est entré, m'a fait un signe de tête, puis est entré dans le salon. Bonsoir, a-t-il dit à mes filles. Personne n'a répondu. Warren a posé la mallette sur la table basse, l'a ouverte, a sorti la première enveloppe. Enveloppe numéro 1. Il m'a regardé. J'ai hoché la tête. Warren l'a ouverte soigneusement. A sorti une seule feuille de papier. A commencé à lire. Si vous lisez ceci, je suis parti. Et vous êtes ici parce que vous voulez de l'argent. Pas parce que vous m'aimiez. Je le sais. Votre mère le sait. Mais je vous donne une dernière chance. 25 lettres, 25 vérités. Si vous pouvez toutes les lire, peut-être que vous changerez. Peut-être que non, mais au moins j'aurai essayé. Papa. Warren a plié la lettre, l'a posée sur la table. Silence. J'ai regardé mes filles. Regardé leur visage. Les yeux de Naomi étaient humides. Elle les a essuyés rapidement. Mais je savais mieux. Ce n'étaient pas de vraies larmes. Rosalind fixait le sol, visage inexpressif, froid. Céleste s'est levée soudainement.
J'ai besoin d'air. Elle a marché vers la fenêtre, s'est tenue là les bras croisés, fixant la rue. Violet m'a regardé. Maman, ça va? Je vais bien, ai-je dit. Aurélia n'a pas bougé, n'a pas parlé, juste assise là à fixer la table basse. Warren a fermé sa mallette, s'est levé. Je serai de retour demain soir, a-t-il dit. Même heure. Il est parti. Je l'ai raccompagné à la porte, l'ai fermée derrière lui. Quand je suis revenu au salon, mes filles étaient toujours assises là. Personne n'avait bougé. Je me tenais dans l'embrasure de la porte à les regarder. Il y a de la nourriture dans la cuisine, ai-je dit. Vos anciennes chambres sont en haut. Bonne nuit. Je me suis tourné et j'ai monté les escaliers. Derrière moi, j'ai entendu l'une d'elles, Naomi je crois, dire quelque chose doucement, puis la voix de Rosalyn, puis celle de Céleste. Je me suis arrêté en haut de l'escalier, j'ai écouté. Je ne pouvais pas distinguer les mots, juste des voix, basses, tendues. Je suis allé dans ma chambre, j'ai fermé la porte, je me suis assise au bord du lit. Une nuit de fête, 24 affaires. J'ai attendu là quelques minutes à écouter. La maison était vieille, le son portait. Je pouvais les entendre parler en bas. Pas les mots, juste le murmure des voix. Puis je me suis levé, j'ai marché vers la fenêtre, j'ai regardé l'allée. Les 5 voitures étaient encore là. La location de Naomi, le SUV de Rosalyn, la berline de Céleste, le cabriolet de Violet, la Honda déglinguée d'Aurélia. Elle n'était pas partie. J'ai regardé la fenêtre du salon. La lumière était encore allumée. Je pouvais voir des ombres bouger. Que disent-elles? Me suis-je demandé. Prévoit-elle de partir? Essaie-t-elle déjà de trouver un moyen de contourner les règles? Je ne savais pas, mais je savais ceci, demain soir il y aurait une autre lettre, et la nuit suivante une autre, et chacune serait plus dure que la précédente. Harrison avait été prudent, délibéré. La première lettre était douce, presque gentille, mais le reste. Elle ne le serait pas. Je me suis détourné de la fenêtre, me suis allongé sur le lit, j'ai fixé le plafond. Une nuit de fête, ai-je pensé à nouveau. 24 affaires. Au cours des 4 nuits suivantes, quelque chose a changé. Les lettres sont devenues plus douces, plus gentilles. Harrison ne les attaquait pas. Il leur rappelait qui elles avaient été. Nuit 2, lettre pour Naomi. Warren a lu les mots de Harrison sur le jour où Naomi a eu 8 ans. Elle lui avait dit qu'elle voulait être une scientifique qui guérirait le cancer. Tu as dit que tu sauverais des gens. Warren a lu, qu'est-il arrivé à ce rêve? Je regardais depuis ma chaise près de la fenêtre. Naomi pleurait. De vraies larmes cette fois. J'ai oublié, a-t-elle chuchoté. Nuit 3. Lettre pour Rosalyn. Quand elle avait 10 ans, un garçon à l'école se faisait harceler. Rosalyn était intervenue, l'avait défendu, s'était blessé, mais le garçon était rentré sain et sauf. Tu avais l'habitude de te battre pour les gens qui ne pouvaient pas se battre pour eux-mêmes. Warren a lu. Rosalyn ne parlait pas, mais ses mains tremblaient. Nuit 4, lettre pour Céleste. À 6 ans, elle avait trouvé un oiseau blessé dans le jardin. Harrison lui avait dit qu'il ne survivrait probablement pas. Mais Céleste n'avait pas abandonné. Elle a gardé cet oiseau dans une boîte à chaussures pendant 2 mois, l'a nourri avec un compte-gouttes, a enveloppé son aile soigneusement. Tu avais l'habitude de te soucier des autres, a lu Warren. Céleste s'est levée et est sortie. Je l'ai entendue pleurer dans la cuisine. Nuit 5, lettre pour Aurélia. Harrison a écrit sur le refuge pour animaux d'Asheville. Quand Aurélia avait 12 ans, elle faisait du bénévolat tous les samedis pendant 2 ans. Nettoyait les cages, promenait les chiens, s'asseyait avec les vieux chats dont personne ne voulait. Tu ne le faisais pas pour la gloire, a lu Warren. Tu le faisais parce que tu t'en souciais. C'est la fille que je veux retrouver. Aurélia a craqué, elle a sangloté, couvrant son visage. Naomi a mis un bras autour d'elle. Ça va aller. Ça ne va pas, a dit Aurélia, sa voix à vif. J'ai menti. Il n'y a pas d'exposition en galerie. Il n'y en a jamais eu. Je n'ai rien peint depuis 3 ans. Rosalyn l'a regardé. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Parce que j'avais honte. Personne n'a parlé.
Nuit 6. Lettre pour Violet. Quand elle avait 14 ans, elle avait participé à un concours de design pour une charité locale. Ils avaient besoin d'un nouveau centre communautaire. Violet a dessiné des plans. Simple, fonctionnel, beau. Elle a gagné. La charité a utilisé son design. Tu avais l'habitude de créer des choses qui aidaient les gens. Warren a lu. Pas juste des choses qui avaient l'air chères. Violet n'a pas pleuré. Elle a juste fixé le sol. Après le départ de Warren ce soir-là, quelque chose a changé. Mes filles ne sont pas montées. Elles sont restées dans le salon. Et pour la première fois depuis des années, elles se sont parlé. Pas de travail, pas d'argent, des lettres, des souvenirs. Je me tenais en haut de l'escalier à écouter. Tu te souviens de cet oiseau, a demandé Naomi à Céleste. Ouais, a dit Céleste doucement. Il s'est envolé après 2 mois. J'ai pleuré pendant 1 semaine. Tu étais toujours comme ça. Rosalyn a dit, tu te souciais trop. J'avais l'habitude, a dit Céleste. Silence. Puis Violet, vous pensez que papa avait raison? Vous pensez qu'on a tant changé que ça? Personne n'a répondu. Je l'ai regardé depuis l'escalier. Naomi avait son bras autour d'Aurélia. Rosalyn était penchée en avant, les coudes sur les genoux. Céleste était assise sur la coudoir du canapé. Pendant un moment, elle ressemblait à ce qu'elles étaient avant. Avant l'argent, avant les carrières, avant la distance. Peut-être qu'Harrison avait raison, ai-je pensé. Peut-être qu'il y a encore de l'espoir. Mais ensuite j'ai vu la pile d'enveloppes sur la table basse. 19 restantes. Les 6 premières lettres avaient été de doux rappels de qui elles étaient. Mais je savais ce qui arrivait ensuite. La partie difficile. Les vérités qu'elle ne voulait pas entendre. Je suis retourné dans ma chambre. Encore 1 semaine de paix, ai-je chuchoté. Ensuite ça devient moche. Les larmes n'ont pas duré. À la lettre 6, la chaleur avait disparu. Maintenant venait la honte. Les lettres suivantes de Harrison n'étaient pas douces. Elles étaient chirurgicales. Chacune coupée profondément. Lettre 6 pour Naomi. Il y a 2 ans, elle avait licencié 200 employés. Pas en personne, par email. Un seul message envoyé à 17 h un vendredi. Tu ne les as même pas regardés dans les yeux, a lu Warren. Le visage de Naomi est devenu pâle. L'entreprise était en difficulté. Ou ne faisait juste pas assez d'argent, a dit Rosalyn. Lettre 7 pour Rosalyn. Elle devait 800 000 $. Dette de jeu, Chicago, Atlantic City, Las Vegas. Elle avait emprunté à des gens dangereux qui avaient commencé à appeler pour menacer. Tu prévoyais d'utiliser ton héritage pour sortir du rouge. Rosalyn n'a pas nié. Lettre 8 pour Céleste. Il y a 3 ans, un patient est arrivé avec un problème cardiaque critique, mais Céleste avait des billets pour un gala. Elle a passé le cas à un résident. Le patient a failli ne pas s'en sortir. Tu as choisi une fête plutôt qu'une vie, a lu Warren. Céleste s'est levée. Le patient a survécu. À peine, ai-je dit doucement. Elle s'est rassise. Lettre 9 pour Violet. Une femme âgée a engagé Violet pour redécorer sa maison. A payé 50 000 $ d'avance. Violet a pris l'argent, n'a jamais fini le projet, a juste disparu. Tu as pris à quelqu'un qui ne pouvait pas riposter, a lu Warren. Le visage de Violet a rougi. Elle était impolie. Elle avait 83 ans, a dit Naomi sèchement. Elles ont commencé à se retourner les unes contre les autres alors, blâmant, déviant. Au moins je n'ai pas abandonné un patient, a claqué Violet. Au moins je n'ai pas volé, a répliqué Céleste. Au moins je n'ai pas détruit 200 familles, a dit Rosalyn. Je me suis levé. Assez. Elles se sont arrêtées, m'ont regardé. Votre père n'a pas écrit ces lettres pour vous faire vous battre. J'ai dit qu'il les a écrites pour vous faire voir. Alors asseyez-vous et écoutez. Personne n'a discuté. Nuit 10. Lettre 10. Celle-ci parlait de Harrison. Warren a lu lentement. Il y a 5 ans, on m'a diagnostiqué une maladie cardiaque. Le médecin a dit peut-être 10 ans,
Peut-être moins. Je ne l'ai pas dit à votre mère. Je ne l'ai dit à aucune de vous. Je voulais que vous viviez vos vies sans vous soucier de moi. Mais vous n'avez pas vécu. Vous avez gâché vos vies sur des choses qui ne comptent pas. Et maintenant je suis parti. Et vous êtes ici parce que vous voulez de l'argent. Pas parce que vous m'aimiez. C'est mon plus grand échec. Pas la maladie cardiaque. Vous. Silence. Naomi m'a regardé. Maman, tu savais? Non, ai-je dit. Il ne me l'a jamais dit. Son visage s'est effondré. J'ai senti la colère et le chagrin se tordre ensemble. Harrison avait porté sa seule pendant 5 ans. 5 ans à savoir et il n'avait jamais dit un mot. Je voulais lui crier dessus. Je voulais le serrer dans mes bras, mais il était parti. Après cette nuit-là, personne n'a parlé. Warren est parti. Mes filles sont restées assises en silence. Naomi fixant le sol. Rosalyn les bras croisés. Céleste la tête dans les mains. Je me suis levé, j'ai marché vers l'escalier. Bonne nuit, ai-je dit. Personne n'a répondu. Je suis monté, je me suis assise sur mon lit, j'ai fixé le mur. À mi-chemin, ai-je pensé. 15 lettres restantes. Peuvent-elles survivre au reste? À la nuit 11, quelque chose avait changé. Elles ne se disputaient plus. Elles écoutaient. Les quelques lettres suivantes étaient différentes, plus douces. Pas sur qui mes filles étaient, mais sur qui nous étions ensemble. Lettre 11. Noël. Quand Naomi avait 10 ans. Nous avions conduit au chalet de Blue Ridge. Il a neigé. Les filles ont fait un bonhomme de neige. Harrison a fait du chocolat chaud. Nous sommes restés assis près du feu jusqu'à minuit. Je ne veux pas que tu te souviennes de moi comme du père qui t'a jugé. Warren a lu, je veux que tu te souviennes du père qui t'aimait. Naomi pleurait. De vraies larmes. Lettre 12. Un voyage à la plage. Rosalyn avait 15 ans. Outé Banks. Harrison l'a emmené pêcher à l'aube. Elle a attrapé un flet. Le plus gros de la semaine. Tu as souri ce matin-là. Warren a lu. Je ne t'avais pas vu sourire depuis des mois. C'est la fille que je veux retrouver. Rosalyn a couvert son visage. Lettre 13. Le 8e anniversaire de Céleste. L'aquarium. Elle était restée devant le réservoir des méduses pendant 1 heure. Harrison lui avait acheté une méduse en peluche. Elle a dormi avec pendant 2 ans. Céleste pleurait doucement. Lettre 14. La remise des diplômes de lycée de Violet. Elle a fait un discours. Harrison m'a serré la main tout le temps. Quand elle a fini, il s'est levé et a applaudi plus fort que quiconque. Violet a essuyé ses yeux. Puis est venue la lettre 15. Celle-ci était plus longue. À propos du père de Harrison, Papy Joe. Quand mon père est décédé, à Warren, 300 personnes sont venues à ses funérailles. Il n'était pas riche. Il n'était pas célèbre. Il était professeur d'histoire au lycée. Mais pendant 40 ans, il a enseigné. Il a coaché. Il est resté après l'école pour donner des cours particuliers aux enfants qui échouaient. Je me suis souvenu de ses funérailles. Je m'étais tenu à côté de Harrison, le regardant pleurer alors que d'anciens élèves lui disaient ce que Joe avait signifié pour eux. Un homme s'est levé et a dit, « Monsieur Harrison m'a appris que je n'étais pas stupide. Je suis professeur d'université maintenant grâce à lui. » J'étais assis là à regarder. Et j'ai pensé, à quoi ressembleront mes funérailles? La pièce était silencieuse. Est-ce que 300 personnes viendront ou juste 5? Et si seulement 5 viennent, sera-ce parce que vous m'aimiez ou parce que vous attendez d'entendre combien vous hériterez? Naomi a craqué, a mis son visage dans ses mains et a sangloté. Je ne connais même pas les noms de mes employés, a-t-elle dit. J'ai viré 200 personnes, et je ne connais pas leurs noms. Céleste a secoué la tête. Je ne me souviens pas de la dernière fois où je me suis vraiment assise avec un patient. Vraiment assise. Pas juste prescrit des pilules et parti. Rosalyn fixait le sol. Violet a dit doucement, je ne suis même pas allé aux funérailles de Papy Joe. J'avais une réunion client. Aurélia n'a rien dit, a juste pleuré.
Après le départ de Warren, quelque chose a changé. Mes filles ne sont pas montées. Elles sont restées dans le salon. Puis Naomi s'est levée, a marché vers la table de la salle à manger, s'est assise. Une par une, les autres ont suivi. Elles ont commencé à parler de souvenirs, de papa, de Papy Joe, de Noël au chalet, du voyage à la plage, de l'aquarium. Je me tenais dans l'embrasure de la porte à regarder. Céleste a levé les yeux. « Maman, tu te souviens de ce bonhomme de neige ?» J'ai hoché la tête. « Ton père lui a mis une carotte comme nez. Un corbeau l'a volé le lendemain matin. » Elles ont ri. Des rires calmes, tristes. « Rosalyn, j'ai toujours cette photo du flet. » Violet, j'aurais aimé aller aux funérailles de Papy Joe. Naomi m'a regardé. « Maman, tu veux t'asseoir avec nous ?» J'ai hésité, puis je me suis approché, me suis assise. Pour la première fois depuis des années, nous étions assises ensemble en famille. Nous avons parlé jusqu'à minuit. Quand je suis finalement monté, je me suis allongé au lit en fixant le plafond. Je voulais croire qu'elle changeait. Je voulais croire que les lettres marchaient. Mais je savais la vérité. La pire lettre arrivait encore. Lettre 18. Celle sur Rosalyn. Celle que Harrison et moi avions écrite ensemble. Celle qui changerait tout. 10 nuits de plus, ai-je pensé. Ensuite elle saura que je sais. Je ne cherchais pas d'ennui ce soir-là. Juste de l'aspirine pour un mal de tête. C'était la nuit 16. La lecture s'était terminée il y a 1 heure. Mes filles étaient montées. La maison était calme. J'ai marché dans le couloir à la recherche de l'armoire à pharmacie. C'est là que je l'ai vue. La porte de Rosalyn était ouverte. Juste une fente. La lumière se déversant dans le couloir sombre. Je me suis arrêté. J'aurais dû continuer à marcher. J'aurais dû aller au lit, mais quelque chose m'a fait regarder à l'intérieur. Son ordinateur portable était sur le lit. Écran allumé. Elle n'était pas dans la pièce. Je suis entré. L'écran était couvert d'onglets de navigateur, 8 d'entre eux, tous ouverts à la fois. Je me suis penché plus près. Onglet 1, délai de versement de l'assurance vie après décès. Onglet 2, décès accidentel versus mort naturelle loi sur l'héritage. Onglet 3, combien de temps prend l'homologation en Caroline du Nord? Onglet 4, distribution de la succession après décès accidentel d'un parent. Onglet 5, comment contester un testament en Caroline du Nord. Mes mains ont commencé à trembler. J'ai cliqué sur l'onglet suivant. Un email daté d'il y a 2 semaines. De R. Sullivan, enquête privée à Rosalyn. Sujet, rapport de surveillance semaine 1. Je l'ai lu lentement. La cible suit une routine prévisible. Prend des somnifères à 23 heures tous les soirs. Flacon de prescription localisé dans la salle de bain à l'étage. La maison dispose d'un escalier raide sans rampe sur le palier supérieur. Risque élevé de chute accidentelle, surtout sous influence de médicaments. Recommande surveillance pour opportunité. J'ai eu froid partout. J'ai fait défiler vers le bas, trouver un autre email de Rosalyn à R. Sullivan. Sujet, rapport de surveillance. Combien pour une autre semaine de surveillance? J'ai besoin de connaître son emploi du temps exact avant de prendre des décisions. J'ai reculé de l'ordinateur portable, mon cœur battant si fort que je pensais m'évanouir. Elle prévoyait de me faire du mal, de faire passer ça pour un accident, pour obtenir l'héritage plus vite. Je suis resté dans cette pièce longtemps, fixant l'écran. J'ai pensé appeler la police, le dire à mes autres filles, renvoyer Rosalyn tout de suite. Mais alors je me suis souvenu de quelque chose. Il y a 6 semaines, mon mari assis à la table de la salle à manger écrivant la lettre 18. Elle doit 800 000 $, avait-il dit. Et quand les gens désespérés voient de l'argent à portée de main, ils font des choses désespérées. Il n'avait pas su pour le détective privé. Il n'avait pas su pour les emails ou les onglets de navigateur, mais il avait connu son désespoir, sa dette, et il avait craint que cela puisse arriver. C'est pourquoi il a écrit la lettre 18, pas comme preuve, comme avertissement. Ne l'arrête pas, m'avait-il dit. Laisse-la lire la lettre 18. Laisse-la voir que je savais, que j'avais peur, et laisse-la choisir. J'ai fermé l'ordinateur portable, suis sorti de la pièce.
Mes mains tremblaient encore. Je suis descendu, me suis assise dans le salon, et fixé la table basse. 9 enveloppes restantes. Lettre 17 demain soir. Lettre 18 la nuit d'après. 2 nuits de plus. 2 nuits de plus et Rosalyn entendrait les mots de son père. Je sais que tu te noies et j'ai peur de ce que tu pourrais faire. Mais je t'en supplie, ne le fais pas. Ne te perds pas toi-même. Serait-ce suffisant? S'arrêterait-elle? Je ne savais pas. Mais mon mari avait cru qu'elle pouvait encore être sauvée, alors j'attendrai. 2 nuits de plus. Je suis monté, passé devant la chambre de Rosalyn. La porte était encore ouverte. L'ordinateur portable encore allumé. Je ne suis pas entré. Je suis allé dans ma propre chambre, j'ai verrouillé la porte, vérifié le verrou 2 fois. Puis je me suis assise au bord de mon lit et j'ai fixé le mur. Est-ce que je jouais avec ma propre vie? Peut-être. Mais c'était le seul moyen de savoir si elle pouvait encore être sauvée. J'ai pensé au somnifère dans ma salle de bain, l'escalier raide, la façon dont Rosalyn m'avait regardé ce soir pendant la lecture. Froide, calculatrice. Je me suis levé, et marché vers la salle de bain, pris le flacon de somnifère et les ai enfermés dans le tiroir à côté de mon lit. Puis j'ai déplacé une chaise devant la porte de ma chambre juste au cas où. 2 nuits de plus, ai-je pensé en m'allongeant dans le noir. Ensuite elle saura que je sais et je découvrirai si mon mari avait raison de croire en elle ou si j'aurais dû appeler la police ce soir. Si vous êtes toujours là, je veux faire une pause un instant. À ce stade de l'histoire, je veux sincèrement savoir comment vous ressentez cette situation. Si vous étiez à ma place, affronteriez-vous la vérité de front ou resteriez-vous silencieux à attendre? Partagez votre perspective dans les commentaires. Parlons-en ensemble avant la suite. Et juste pour que vous sachiez, la partie suivante de cette histoire inclut des éléments dramatisés et fictifs qui peuvent ne pas refléter des événements réels. Si ce n'est pas quelque chose que vous souhaitez continuer, vous êtes libre d'arrêter de regarder ici. Nuit 18, 19h. Les 5 filles étaient assises dans le salon. J'étais assise dans ma chaise près de la fenêtre à regarder Rosalyn. Elle avait l'air calme. Trop calme. Warren se tenait près de la cheminée tenant l'enveloppe 18. Il m'a regardé. J'ai hoché la tête. Il a ouvert l'enveloppe et a commencé à lire. Rosalyn, j'écris ceci parce que je sais que tu te noies. J'ai vu les lettres des créanciers. 800 000 $. Les menaces. Je sais qu'ils viennent pour toi. Et je te connais, Rosalyn, mieux que tu ne le penses. Quand les gens sont désespérés, quand ils sont acculés sans issue, ils commencent à regarder des choses qui ne leur appartiennent pas. Ils commencent à voir la vie des autres comme des obstacles. J'ai peur que lorsque tu apprendras les conditions de cette fiducie, les 25 nuits que tu devras attendre, tu commences à penser à des moyens plus sombres d'accélérer le processus. Je ne sais pas ce que tu feras. Je ne sais pas si tu passeras vraiment à l'acte. Mais je t'en supplie, ne deviens pas le genre de personne qui fait du mal aux autres juste à cause de chiffres sur du papier. Ta mère t'aime plus que sa propre vie. Mais si tu prends sa vie pour obtenir ce que tu veux, tu ne la perdras pas seulement elle, tu te perdras toi-même. Prouve que ma pire peur à ton sujet est fausse. Papa. Warren a posé la lettre. Silence. Le visage de Rosalyn était devenu blanc. Ses mains tremblaient. Naomi la fixait. De quoi parle-t-il? Céleste s'est penchée en avant. 800 000 tu dois autant. Ce ne sont pas vos affaires, a dit Rosalyn doucement. Ce sont nos affaires, a dit Violet. Je me suis levé, j'ai marché vers la table basse, j'ai pris le dossier, je l'ai posé devant Rosalyn. Ouvre-le, ai-je dit. Ses mains tremblaient en ouvrant le dossier. À l'intérieur, des captures d'écran de 8 onglets de navigateur, délai de versement de l'assurance vie, loi sur l'héritage par décès accidentel, durée de l'homologation en Caroline du Nord, les emails de R. Sullivan enquête privée, le reçu de paiement, le rapport de surveillance détaillant ma routine, mes somnifères, l'escalier raide. Son visage est devenu gris. Ton père avait raison d'avoir peur, ai-je dit doucement. Naomi a attrapé le dossier, lu les pages, son visage tordu par le choc. Tu as engagé quelqu'un pour surveiller maman. Je n'allais pas le faire, a dit Rosalyn, les larmes coulant. Je jure que j'étais désespéré.
Tu prévoyais des moyens de faire passer ça pour un accident, a dit Céleste froidement. Je n'allais pas passer à l'acte, a sangloté Rosalyn. Rosalyn a couvert son visage. Je me déteste. Je déteste qui je suis devenu. J'ai regardé ma fille, la femme qui avait autrefois combattu des brutes pour protéger des étrangers. Ton père t'a donné une chance, ai-je dit doucement. Rosalyn a levé les yeux, le visage mouillé de larmes. Il ne connaissait pas les détails, ai-je dit. Il ne savait pas que tu engagerais un enquêteur, mais il te connaissait. Il connaissait ton désespoir, et il craignait que cela puisse arriver. Il a vu à travers moi, a chuchoté Rosalyn. Même avant que je le fasse. Oui, ai-je dit. Naomi s'est levée. Maman, tu ne peux pas la laisser rester. J'ai regardé chacune d'elles, mes 4 filles qui avaient peur non pas pour ma vie mais pour leur héritage. Puis j'ai regardé Rosalyn. Tu peux rester, ai-je dit, ma voix froide, stable. Les yeux de Naomi se sont écarquillés. Maman. J'ai levé la main. Mais à partir de ce moment jusqu'à la nuit 25, tu déménageras dans la chambre directement en face de la mienne. La porte de ma chambre restera verrouillée en tout temps. Warren gardera ton passeport, ton permis de conduire et toute autre pièce d'identité que tu as. Rosalyn m'a fixé. Si tu quittes cette maison, même pour aller sur le porche avant, la fiducie sera fermée immédiatement, et vous perdrez tout. Je me suis approché. Si je me sens en danger ne serait-ce qu'un instant, la fiducie ferme. Si tu fais une tentative pour accéder à ma chambre, la fiducie ferme. Si tu contactes qui que ce soit en dehors de cette maison sans ma permission, la fiducie ferme. J'ai fait une pause. Tu ne restes pas parce que j'ai pitié de toi. Tu restes parce que ton père a parié ma vie sur la chance que tu aies encore une âme qui vaut la peine d'être sauvée. Alors prouve-le. Warren s'est raclé la gorge. J'aurai besoin de votre identification maintenant. Les mains de Rosalyn tremblaient en sortant son portefeuille de son sac, tendant son permis de conduire à Warren, puis son passeport. Warren les a placés dans sa mallette. Je les garderai jusqu'à ce que les conditions de la fiducie soient satisfaites ou violées. Rosalyn a hoché la tête. Je me suis tourné vers mes autres filles. Si l'une de vous est mal à l'aise avec cet arrangement, vous êtes libre de partir. Mais si vous partez, vous renoncez tout à l'héritage. Aucune d'elles n'a bougé. Bien. Rosalyn, déplace tes affaires dans la chambre d'amis à l'étage en face de la mienne ce soir. Warren restera jusqu'à ce que tu sois installé. Rosalyn s'est levée lentement. Maman, je suis tellement désolé. Je ne veux pas de tes excuses, ai-je dit. Je veux cette nuit de plus de preuves que ton père n'avait pas tort à ton sujet. Elle a hoché la tête et est montée. Les 4 autres filles sont restées assises dans un silence stupéfait. J'ai regardé Warren. Vous reviendrez demain soir. Oui. Je suis monté, j'ai verrouillé la porte de ma chambre, vérifié le verrou 2 fois, puis je me suis assise au bord de mon lit et j'ai expiré. Cette nuit de plus. Cette nuit de plus à dormir avec une chaise contre ma porte. Cette nuit de plus à jouer ma vie. Mais mon mari avait cru qu'elle pouvait être sauvée. Et je devais essayer. Je ne m'attendais pas au coup à la porte. C'est arrivé à 2 heures du matin. D'où mes insistants, me tirant d'un sommeil que je n'avais pas mérité. Je me suis assise dans le lit, le cœur battant, et j'ai fixé la porte. Maman. La voix de Rosalyn. Je n'ai pas bougé. Je n'étais pas sûr de vouloir ouvrir cette porte. En bas plus tôt ce soir-là, j'avais regardé son visage quand Warren lisait la lettre 18. J'avais vu le choc, le déni, les larmes. J'avais aussi vu la vérité. Elle a frappé à nouveau. Maman, s'il te plaît. Je me suis levé, et marché vers la porte et l'ai ouverte. Elle se tenait dans le couloir dans des vêtements froissés, ses yeux rouges et enflés. Elle avait l'air épuisée, brisée. Pendant un moment, j'ai vu l'enfant de 10 ans qui avait autrefois combattu une brute 2 fois plus grande qu'elle pour protéger un ami. Je peux entrer, a-t-elle chuchoté. Je me suis écarté. Elle s'est assise au bord de mon lit, les mains jointes sur ses genoux, fixant le sol. Je suis resté près de la porte, les bras croisés, attendant. Je suis désolé, a-t-elle dit finalement. Je suis tellement désolé, maman. Je n'ai pas répondu.
Je n'ai jamais pensé que je le ferais vraiment, a-t-elle continué, la voix tremblante. Je cherchais. J'étais désespéré. La dette, il menaçait ma vie. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Alors, tu as décidé de me faire du mal à la place, ai-je dit doucement. Elle a tressailli. Je n'allais pas vraiment. Tu as engagé quelqu'un pour me suivre. Tu as recherché combien de temps il faudrait pour que l'assurance paie. Tu as cherché comment faire passer ça pour un accident. Son visage s'est effondré. Je sais. Je sais comment ça sonne. Mais je jure que je ne serai jamais passé à l'acte. J'avais besoin de savoir s'il y avait une issue. Une issue qui impliquait de mettre fin à ma vie. Elle a sangloté, couvrant son visage de ses mains. Je me déteste. Je déteste qui je suis devenu. Je ne me reconnais même plus. Je suis resté là à la regarder pleurer et j'ai senti quelque chose se tordre en moi. Colère, chagrin, et sous tout cela, une petite lueur d'espoir têtu. Parce que Harrison avait su. Il avait su qu'elle en arriverait là. Il avait su qu'elle craquerait. Et il avait écrit la lettre 18, pas pour la détruire, mais pour la forcer à voir ce qu'elle avait failli devenir. Ton père t'a donné une chance, ai-je dit doucement. Elle a levé les yeux vers moi, les larmes coulant sur son visage. Il aurait pu te dénoncer. Il aurait pu te rayer du testament entièrement. Mais il ne l'a pas fait. Il t'a laissé la lettre 18. Et il t'a laissé 6 nuits de plus. Maman. Tu as un choix, Rosalind. Tu peux partir maintenant. Franchir cette porte et tout perdre. Pas seulement l'argent, mais tes sœurs, ta mère, et ce qui reste de la personne que tu étais. Je me suis approché, ma voix stable. Où tu peux rester. Tu peux lire les 6 dernières lettres. Tu peux affronter tout ce que ton père a écrit et tu peux me prouver, et te prouver à toi-même, que tu n'es pas la personne que j'ai vue dans cet email. Elle m'a fixé en tremblant. Je ne mérite pas ça, a-t-elle chuchoté. Non, ai-je dit, tu ne le mérites pas. Mais ton père croyait que tu pouvais encore être sauvé. Alors, je te donne la même chance qu'il t'a donnée. Elle s'est levée en essuyant ses yeux. Et si je n'y arrive pas? Et si j'échoue? Alors au moins tu auras essayé. Elle a hoché la tête lentement, puis a marché vers la porte. Avant de partir, elle s'est retournée. Merci, maman. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardé partir. Le lendemain matin, je suis descendu pour trouver les 5 filles réveillées, assises dans le salon. Aucune d'elles n'avait dormi. Je me suis tenu en bas de l'escalier et j'ai regardé chacune d'elles. Nuit 19, ai-je dit. 6 nuits de plus. Le matin après la nuit 19, j'ai appelé Naomi, Céleste, Violet et Aurélia dans la cuisine. Rosalind était encore en haut. Je la laisse rester, ai-je dit. Le visage de Naomi est devenu pâle. Es-tu sérieuse? Elle a essayé de te faire du mal, maman, a dit Céleste, la voix tranchante. Comment peux-tu même? Votre père lui a donné une chance, ai-je interrompu. Et moi aussi. C'est fou, a dit Naomi. Et si elle essayait encore? J'ai regardé chacune d'elles. Alors je suppose que c'est un risque que je suis prête à prendre. Céleste a secoué la tête. Je ne me sens pas en sécurité ici. Alors pars, ai-je dit doucement. La pièce est devenue silencieuse. Elles m'ont toutes fixé. Aucune d'elles n'a bougé parce que partir signifiait tout perdre. $1 million chacune, et elles le savaient. Je ne pensais pas, ai-je dit. Vivre avec quelqu'un dont on a peur est épuisant. Vivre avec quelqu'un contre qui on est en colère est pire. Pendant les 5 nuits suivantes, la maison ressemblait à de la glace. Rosalind restait dans sa chambre la plupart de la journée. Quand elle descendait pour les lectures, ses sœurs ne la regardaient pas. Elle s'asseyait aussi loin d'elle que possible. À la nuit 20, Violet s'est levée et a quitté la pièce après que Warren a ouvert l'enveloppe. Elle n'est revenue qu'une fois la lecture terminée. À la nuit 21, Aurélia a refusé de s'asseoir sur le même canapé que Rosalind. J'ai tout regardé et n'ai rien dit jusqu'à ce que la tension devienne insupportable. Votre père n'a pas écrit 25 lettres pour que vous vous détestiez, ai-je dit un soir après la lecture. Il les a écrites pour que vous puissiez guérir.
Naomi m'a regardé. Elle allait te blesser, maman. Comment sommes-nous censés juste oublier ça? Je ne vous demande pas d'oublier, ai-je dit. Je vous demande d'essayer. À la nuit 21, Warren a ouvert l'enveloppe adressée à Rosalind. À l'intérieur se trouvait une lettre sur une affaire qu'elle avait gagnée quand elle avait 23 ans. Une mère célibataire se battant pour la garde de sa fille. Rosalind avait travaillé gratuitement, passé des mois sur l'affaire, et gagné. Les mots de Harrison étaient simples. Tu t'es battu pour quelqu'un qui ne pouvait pas se battre pour elle-même. Je crois que tu peux redevenir cette personne. Rosalind a pleuré et pour la première fois depuis la lettre 18, ses sœurs n'ont pas détourné le regard. À la nuit 22, Warren a ouvert une enveloppe adressée à moi. C'était la dernière lettre de Harrison à sa femme. 52 ans d'amour écrit de son écriture tremblante. Il me disait qu'il était fier de moi. Il me disait que j'avais été la personne la plus forte qu'il ait jamais connue. Il me disait qu'il était désolé de partir. J'ai craqué. Je me suis assise dans ce fauteuil et j'ai pleuré devant mes filles pour la première fois depuis les funérailles. Et une par une, elles sont venues vers moi. Toutes les 5, même Rosalind. Elles m'ont tenu et je les ai tenues. À la nuit 23, Warren a lu une lettre adressée à Naomi. C'était à propos d'un lycéen. Elle avait autrefois enseigné le codage gratuitement, un gamin d'une famille à faible revenu qui ne pouvait pas se permettre des cours. Naomi avait passé 6 mois à le mentoriser. Il avait fini par obtenir une bourse pour le MIT. Tu croyais que le succès signifiait aider les autres à s'élever. Harrison a écrit, « Quand as-tu oublié ça ?» Naomi a fixé la lettre longtemps. Puis elle m'a regardé. « Je ne sais plus qui je suis », a-t-elle chuchoté. « Alors découvre-le », ai-je dit. La nuit 24 s'est terminée calmement. Pas de bagarre, pas de cris, juste le silence. Alors que nous nous levions pour monter, Rosalind s'est tournée vers moi. « Penses-tu que papa m'a pardonné ?» a-t-elle demandé. Je l'ai regardé un long moment. « Je ne sais pas », ai-je dit. Je suis monté et je me suis assise au bord de mon lit, fixant le mur. Une nuit de plus, une lettre de plus, et je ne savais toujours pas si je pouvais lui pardonner non plus. L'enveloppe finale était sur la table basse, fine mais d'une certaine manière plus lourde que toutes les autres réunies. C'était la nuit 25, 19h. Toutes les 6 étions assises dans le salon. Naomi, Rosalind, Céleste, Violet, Aurélia et moi. Warren se tenait près de la cheminée, tenant la dernière enveloppe dans ses mains. Pendant 24 nuits, nous nous étions rassemblés dans cette pièce. Nous avions pleuré. Nous nous étions battus. Nous nous étions souvenus de qui nous étions et avions affronté qui nous étions devenus. Ce soir, c'était la fin. Warren a ouvert l'enveloppe lentement, soigneusement, et a sorti 2 lettres pliées. 2 lettres, a-t-il dit doucement. Une de votre père, une de votre mère. Il a déplié la première et a commencé à lire les mots de Harrison. Si vous lisez ceci, je suis fier de vous. Pas parce que vous êtes resté, pas parce que vous voulez l'argent, mais parce que vous avez écouté. Pendant 25 nuits, vous avez entendu la vérité sur vous-même. Le bon, le mauvais, le laid, et vous n'avez pas fui. Mais ce n'est que le début. Le pardon n'est pas quelque chose que vous recevez. C'est quelque chose que vous gagnez. Maintenant, c'est à votre mère de décider. Warren a posé la lettre et a pris la seconde. Il m'a regardé. J'ai hoché la tête. Il a lu mes mots. 25 lettres ne peuvent pas effacer 25 ans. Les mots sont faciles. Les actions sont difficiles. Je ne vous pardonne pas aujourd'hui. Pas encore. Rentrez chez vous. Changez vos vies. Prouvez-moi que ces 25 nuits ont signifié quelque chose. Le pardon prend du temps. Montrez-moi que vous le méritez. La pièce est tombée dans le silence. Naomi a été la première à parler. Combien de temps, maman? Aussi longtemps qu'il le faudra, ai-je dit. Céleste a essuyé ses yeux. Et si nous échouons? Alors vous échouez, ai-je dit. Mais au moins vous aurez essayé. Rosalind m'a regardé, le visage pâle. Penses-tu que tu pourras un jour me pardonner? J'ai soutenu son regard un long moment. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Mais je le veux. Violet s'est levée et est venue vers moi, m'enlaçant. Merci,
maman, de nous avoir donné cette chance. Une par une, les autres se sont jointes. Toutes les 5, me tenant, se tenant les unes les autres. Et pour la première fois depuis des années, cela ressemblait à une famille. Le lendemain matin, je me suis tenu sur le porche avant et je les ai regardés charger leur voiture. Naomi a été la première à partir. Elle m'a serré fort avant de monter dans sa location. Je vais te le prouver, maman. Je promets. Ne promets pas, ai-je dit. Fais-le juste. Rosalyn a été la dernière. Elle est restée dans l'allée longtemps à fixer la maison. Finalement, elle s'est approchée de moi. Je sais que je ne mérite pas le pardon, a-t-elle dit doucement. Mais je vais passer le reste de ma vie à essayer de le gagner. J'ai hoché la tête. Alors commence aujourd'hui. Elle est montée dans sa voiture et est partie. Je me suis tenu sur ce porche et je les ai regardées toutes les 5 disparaître sur la route vers New York, Chicago, Seattle, Austin, Portland, vers leur vie. Et je me suis demandé, changerait-elle ou retournerait-elle à ce qu'elles étaient avant? Je ne savais pas. Mais je leur avais donné la même chose qu'Harrison leur avait donné, une chance. Je suis rentré, j'ai fermé la porte et j'ai regardé le salon vide. 25 enveloppes, 25 nuits, 25 vérités. Maintenant venait la partie la plus difficile. Attendre de voir si tout cela avait compté. 6 mois, ai-je pensé. Dans 6 mois, j'aurai ma réponse. 2 semaines ont passé après la nuit 25. Je n'ai rien entendu. Pas d'appel téléphonique, pas de SMS, pas de mais, juste le silence. J'étais assise dans la maison vide à Asheville et je me demandais si j'avais été une imbécile. Peut-être avait-elle pris leur argent et tout oublié. Peut-être que les 25 nuits ne signifiaient rien après tout. Puis, la 3e semaine, mon téléphone a sonné. C'était ma fille aînée. Maman, a-t-elle dit, j'ai démissionné. Démissionné, ai-je répété, confuse. De l'entreprise. J'ai fini d'être PDG. Je vais mentorer des étudiants à faible revenu qui veulent apprendre le commerce comme je le faisais. Je n'ai pas dit grand-chose. J'ai juste écouté. La 4e semaine, ma 2e fille a appelé. Sa voix était tremblante mais déterminée. Je suis dans un programme de rétablissement, maman, pour le jeu, et je travaille comme avocate commise d'office maintenant. Le salaire est terrible, mais j'aide des gens qui ne peuvent pas se payer d'avocat. Des gens comme cette mère célibataire dont papa a parlé. J'ai fermé les yeux et j'ai expiré lentement. Je suis fier de toi, ai-je dit. Mais continue. La 5e semaine, ma 3e fille a envoyé un email. Elle avait réduit ses heures à l'hôpital pour pouvoir passer plus de temps avec les patients. Elle a joint une photo d'elle assise au chevet d'une femme âgée, tenant sa main. J'ai fixé cette photo longtemps. La 6e semaine, ma 4e fille a appelé pour me dire qu'elle avait fermé sa firme de design haut de gamme. Elle lançait une organisation à but non lucratif qui concevait des maisons pour les familles à faible revenu. Je ne gagne pas beaucoup d'argent, a-t-elle dit. Mais je me sens à nouveau moi-même. La 7e semaine, ma plus jeune a envoyé une lettre manuscrite. Elle avait postulé à un programme d'études supérieures en art et commencé à faire du bénévolat dans un refuge pour animaux. Elle a inclus une photo d'elle avec un chien sauvé. J'ai gardé chaque message, chaque photo, chaque email, mais je suis restée prudente. Les mots étaient faciles. Je devais voir si elles tiendraient leurs promesses. Au cours des mois suivants, les preuves ont continué d'arriver. Mon aîné m'a envoyé des photos de ses étudiants, des gamins du Bronx apprenant le codage et la finance. L'un d'eux venait d'être accepté à Columbia. Ma 2e fille m'envoyait des mises à jour sur ses cas par email. Elle était épuisée, surmenée, sous-payée, mais elle semblait vivante d'une manière qu'elle n'avait pas été depuis des années. Ma 3e fille m'a appelé un soir et m'a parlé d'un patient qu'elle était restée réconfortée tard. Je me suis souvenu de la lettre de papa, a-t-elle dit doucement, à propos de l'oiseau blessé. Je me souciais comme ça avant. J'avais oublié. Tu t'es souvenu, ai-je dit. C'est ce qui compte. Le 5e mois, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas prévu. J'ai pris l'avion pour Seattle. Je n'ai pas dit à ma fille que je venais. Je suis juste allé à son hôpital, je me suis assise dans la salle d'attente et j'ai regardé. Et elle était là, assise au chevet d'un homme âgé, tenant sa main, lui parlant doucement. Elle est restée plus d'1 heure,
longtemps après la fin de son service. Je suis parti avant qu'elle ne me voie. J'ai pleuré tout le chemin du retour vers l'aéroport. Quand je suis rentré à Asheville, je me suis assise sur le porche avant et j'ai regardé les montagnes Blue Ridge. La maison semblait différente maintenant, pas vide, juste calme. J'ai pensé à mon mari, aux 25 lettres qu'il avait écrites, aux nuits que nous avions passées ensemble à planifier cette chose impossible. Tu avais raison, ai-je chuchoté au vent. Elle change. Je ne savais pas si ça durerait. Je ne savais pas si elles tiendraient leurs promesses. Mais pour la première fois depuis des années, j'avais de l'espoir. Mon téléphone a vibré. Un SMS de ma plus jeune. Maman, j'ai été accepté dans le programme d'études supérieures. Mon premier cours commence à l'automne. Merci de croire en moi. J'ai souri, essuyé mes yeux et répondu, je suis fier de toi. Continue. Le soleil se couchait sur les montagnes, peignant le ciel de nuances d'or et de rose. Un nouveau chapitre commençait, et j'étais prête. 6 mois plus tard, je me tenais sur la tombe de Harrison dans la lumière du petit matin. L'air était frais et calme. Le cimetière d'Asheville était presque vide. Juste moi, la pierre tombale, et le souvenir d'un homme qui avait assez aimé sa famille pour leur dire les vérités les plus dures. Puis j'ai entendu des pas derrière moi. Je me suis tourné. Toutes les 5 marchaient vers moi. Naomi, Rosalind, Céleste, Violet, Aurélia. Chacune d'elles portait un petit bouquet de fleurs. Elles n'ont rien dit au début. Elles se sont juste tenues à mes côtés, plaçant leurs fleurs à la base de la pierre tombale. Rose blanche, marguerite jaune, lavande, tournesol, hortensia bleue. Harrison aurait aimé ça. Nous voulions être ici ensemble, a dit Naomi doucement, pour lui dire ce qui a changé. J'ai hoché la tête, la gorge serrée. Une par une, elles ont parlé. Naomi a sorti une photo de son sac, une image de 15 étudiants dans une salle de classe, tous souriants. J'enseigne à nouveau, papa. Des gamins du Bronx qui veulent apprendre le commerce. L'un d'eux vient d'entrer à Columbia. Rosalind s'est avancée à côté d'elle, la voix plus stable que je ne l'avais entendue depuis des années. J'ai gagné mon premier cas en tant qu'avocate commise d'office la semaine dernière. Une mère célibataire se battant pour la garde. Je n'ai pas été beaucoup payée, mais je me suis senti à nouveau moi-même. Céleste a joint ses mains. J'ai passé plus de temps avec mes patients, à les écouter vraiment. Comme tu écoutais tes étudiants, papa. Violet a souri à travers ses larmes. J'ai fermé mon ancienne firme. Je conçois des maisons pour des familles qui ne peuvent pas se les permettre. Ça ne paie pas bien, mais ça semble juste. Aurélia était la dernière. Elle a sorti un petit carnet de croquis et l'a ouvert sur un dessin de chien. Je fais à nouveau du bénévolat au refuge pour animaux et je retourne à l'école pour mon master. Je ne fais plus semblant, papa. Je suis juste moi. J'ai regardé chacune d'elles, les femmes qu'elles devenaient. Elles n'étaient pas parfaites. Elles avaient encore des dettes. Elles faisaient encore des erreurs. Mais elles essayaient, et c'était suffisant. Votre père aurait été si fier, ai-je dit doucement. Rosalind m'a regardé, ses yeux cherchants. L'es-tu, maman? J'ai soutenu son regard un long moment. J'y arrive, ai-je dit honnêtement. Parce que le pardon n'était pas quelque chose qu'on donnait d'un coup. C'était quelque chose qu'on gagnait, quelque chose qu'on construisait jour après jour. Choix après choix. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre, a chuchoté Rosalind. Nous nous sommes tenus ensemble en silence, 6 femmes à côté d'une tombe, honorant l'homme qui avait refusé de nous laisser briser. Après un moment, elles m'ont serré dans leurs bras une par une et ont commencé à partir. Retour à leur vie, retour au travail de devenir meilleur. Je suis resté derrière. Quand j'ai été seul, je me suis agenouillé à côté de la pierre tombale de Harrison et j'ai posé ma main sur la pierre froide. Tu avais raison, ai-je chuchoté. Elles ont changé. Peut-être pas complètement, mais assez. J'ai fermé les yeux et je me suis laissé ressentir. Le chagrin, la fierté, l'espoir, l'épuisement des 6 derniers mois. Tout ça. 25 lettres, ai-je dit doucement. 25 nuits. Ça a marché, Harrison. Ça a vraiment marché. Je me suis levé, j'ai brossé la terre de mes genoux et je suis retourné à ma voiture.
Le soleil se levait sur les montagnes Blue Ridge, peignant le ciel de nuances d'or et de rose. Un nouveau jour, un nouveau commencement. Je ne savais pas ce que l'avenir réservait. Je ne savais pas si mes filles tiendraient leurs promesses. Je ne savais pas si je pardonnerais jamais complètement à Rosalyn. Mais je savais une chose. Nous avions essayé. Et parfois, essayer suffit. J'ai conduit chez moi alors que le soleil montait plus haut et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La paix. En regardant tout ce qui s'est passé, j'ai réalisé que j'aurais dû agir plus tôt. Ne soyez pas comme moi. N'attendez pas qu'il soit presque trop tard pour dire la vérité aux gens que vous aimez. Ces histoires de drames familiaux m'ont appris que le silence peut être plus destructeur que la confrontation. Harrison et moi avons passé des années à regarder nos filles s'éloigner, nous convainquant qu'elles finiraient par revenir d'elles-mêmes. Mais Dieu avait un plan différent. Il a donné à Harrison la force d'écrire 25 lettres, même quand ses mains pouvaient à peine tenir un stylo. La leçon ici est simple, l'amour signifie parfois dire des vérités difficiles. Dans toutes les histoires de grand-mère que j'ai entendues au fil des ans, celle qui comptait le plus concernait des familles qui se battaient les unes pour les autres, pas avec les poings, mais avec honnêteté. Ces histoires de drames familiaux nous rappellent que le vrai changement nécessite du courage, pas du confort. Dieu ne nous promet pas des enfants parfaits ou un pardon facile. Il nous promet la force d'essayer. Et c'est exactement ce que ces 25 nuits nous ont donné. Ma conviction personnelle, le pardon n'est pas une destination. C'est un voyage que vous parcourez chaque jour. Que vous viviez vos propres histoires de drames familiaux ou que vous écoutiez des histoires de grand-mère transmises de génération en génération, rappelez-vous ceci, le changement est possible. Mais seulement si nous sommes prêts à affronter des vérités inconfortables. Les histoires de grand-mère qui comptent le plus ne concernent pas la perfection. Elles concernent la persévérance. Dieu m'a béni avec 5 filles qui sont revenues, pas parce qu'elles étaient parfaites, mais parce qu'elles étaient prêtes à écouter. Alors voici mon conseil. N'attendez pas une crise pour dire votre vérité. Aimez audacieusement, pardonnez lentement, et ayez confiance que le timing de Dieu est toujours meilleur que le nôtre. Nights and stuff, it's amazing. It's amazing. Like it's so fresh and so clean, man. And with the facial hair, do you know what? I know I got patchy facial hair, but it's not bad. I think it looks smart casual. It just feels clean and tidy. Don't get me wrong. If I could have the Jason Statham kind of hair on the side. I like this little bit of a shadow, like a 5 o'clock shadow on the sides. How was your Friday, Nada? It wasn't too bad, thank you, mate. Started the day with a double espresso. Since we're at that machine now, oh my God, man, time out. It's just too much. Went into town to get some fresh air, get some steps in. And I don't know if you saw my Discord, I met one of my viewers at the comic book store. We met Millie, who's an avid Pokemon card collector, hung out, chatted with the owner and stuff. There was a really nice environment, lovely place. Dead Universe Comics in Aylesbury. If you can check them out, please do. It's awesome. It was an awesome experience just to get out and socialize. I need to do that a bit more. And yeah, did that. Got my mum I got her a birthday card, got her like a birthday treat, took it round to my mum for a little bit. Back home, and then I started messing around with the stream and the Pokemon and that kind of stuff. I made a video for TikTok and Instagram and YouTube, so if you can check it out, please do. Like it, reshare it, comment. It helps a brother out. Can we throw what? Can we throw cheddar cheese in your head and it will stick? What the fuck? Cheddar cheese? Do you have any idea, unless your parents buy it for you, do you have any idea how much cheddar cheese costs? Seriously. Instead of waste that money, how about you send me that money instead? It'd be so much better that way. Oh my God, man. Where are we now? No hate or love. Good stuff. For some reason, your head made me think of the scene from The Dictator about the missile. I can't remember that scene. I like The Dictator, though. You are Jewish? It's okay. My pleasure. Oh, God. The outrageous shit he says now. To be fair, Panda shaves her hair all the time. Mo Panda has a kind of mohawk Viking hair, yeah. Viking braid going with all shaved sides and undercut. That's wicked. If you're in the Discord, which I think you are, you don't have to. You have to show us your face. No one has to. But if you ever have a haircut, please do show us. That sounds pretty good. I can't grow a mohawk. I can grow a side hawk, but, I don't think people are ready for that. What's your guys' favourite season of the year? Probably summer. Even though when it's too hot in the house, it's a nightmare to sleep, but probably summer. Night time's nice and clear. Go outside, stargazing, barbecuing,
And it just makes you feel happier, man, with the sunshine. You feel more optimistic. It feels like you can get in the car and go on an adventure. Like, don't get me wrong, winter time's amazing because of Christmas. But other than Christmas, yeah. Autumn's okay because for me, it's like NFL season, which is cool. But yeah, it just gets darker too quickly. I think summer's the best time. Like, the best memories have been summertime when you're younger. Oh my God, I've gone behind the game of chat. No. Where are we now? Sounds great. Nice. Yeah, it wasn't bad, mate. Got some Pokemon cards. I've got loads of Pokemon packs now, Pokemon card packs for the 1 year anniversary stream. So we're doing the sesh with the camera down. Instead of fire call, we're doing the cards. Expensive as shit. In real life socialization. I'm not a fan of that. I vouch for Joey. I prefer not being around people. People piss me off. However, got to speak to Millie about Batman and Pokemon cards. Hang out at the comic book store. It was really nice. It was much needed. It ain't trauma dumping. Relax. Yeah, no worries, man. I'm planning to be bold later on, to be honest. Just embrace it. Do it before you go bold. That's a power play. When people are like, you're like, yeah. They're like, oh shit, this man fears no death. Nicole, what's up, Nicole? How are we doing, mate? Welcome in. How have you been? How's uni and all that? Have you broken up for Easter, haven't you? Yeah. Or are you still off for Easter? Spring, you like spring? Yeah, spring's not bad. Very optimistic. Maybe we'll next week have Hen weekend in Bristol. Nice. Oh, you're gonna have a messy one, aren't you? You're gonna have a good one. Are you a drinker then, Panda? Do you like to drink, or what do you like to do? Or do you maybe prefer to have, other medications of sorts? I don't know. Welcome in. TV, yes, TV outside. So I've put a TV outside for a few football games, UFC, films, etc. I've even got a projector screen, yeah. And when it was boxing a few years ago, we all sat outside in my garden in like August time, and it was amazing. And my neighbours got to watch the bloody Anti-Joshua fight for free. I should have gone around there and like, listen, bruv, do you mind putting a bit of money towards that? I saw you out your bathroom window watching the game, watching the fight. But yeah, I love that. Like a couple of years ago, beginning of September, it was abnormally hot / warm, whatever. I had a TV outside. I was sat in the garden until like 1 a.m. watching college football. It was amazing. Mine is winter, but why? Your favourite is spring. Winter is